Salut à tous, nous voici de retour dans une seconde vidéo où nous allons un peu plus rentrer dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai présenté dans la vidéo précédente de présentation de ma chaîne, j'étudie dans le cadre de mes recherches l'interaction entre la lumière et la matière. Donc avant de comprendre ce qu'est une interaction lumière-matière, il va falloir à la fois comprendre ce qu'est la lumière et ce qu'est la matière. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo et les prochaines vidéos. Aujourd'hui nous allons plutôt nous intéresser à ce qu'est la matière et voir des notions simples de physique quantique. Et si au lieu de vous renvoyer vers d'autres vidéos de vulgarisation scientifique qui existent déjà au sujet de la matière, j'en refais une aujourd'hui, c'est parce que je vais vous présenter une analogie très simple pour comprendre certains effets dans les atomes. Et cette analogie, j'en aurai besoin pour vous expliquer ultérieurement des phénomènes bien plus complexes. Donc j'ai préféré réintroduire moi-même cette notion. Donc qu'est-ce que la matière? La matière est faite d'atomes qui sont eux-mêmes composés d'un noyau entouré d'électrons. Et ce noyau est un agglomérat de deux types de particules, les neutrons et les protons. Les protons ont une charge électrique élémentaire, c'est-à-dire que c'est la plus petite charge électrique qui existe. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle élémentaire, et on la note par E. Comme elle est positive, on dit que c'est une charge plus E. Et enfin, il y a autour les électrons qui, eux, ont une charge électrique élémentaire négative qu'on note moins E. Et ce que je n'ai pas dit, évidemment, c'est que les neutrons, on les appelle neutrons parce qu'ils n'ont pas de charge électrique, ils sont neutres. Maintenant, si on considère un noyau qui possède un certain nombre, que l'on va noter Z, de protons, sa charge totale sera plus ZE, puisque ces protons sont positifs. Ce noyau, qui va avoir une charge électrique positive, va attirer les électrons autour de lui. Et il va en attirer jusqu'à ce que tout cet ensemble soit neutre électriquement, et donc ne puisse plus rien attirer. Ainsi, un noyau va s'entourer d'un nombre Z d'électrons négatifs. Et la totalité de l'ensemble sera neutre. C'est-à-dire plus Z fois la charge électrique des positrons, moins Z fois la charge électrique des électrons, égale 0. On a un atome neutre. Maintenant, on va s'intéresser au comportement des électrons autour du noyau. Pour le comprendre de façon plus simple, on va considérer un autre système que sont la Terre et la Lune. La Terre et la Lune sont deux astres qui s'attirent par la force gravitationnelle, un peu comme les électrons et le noyau s'attirent par la force électrique. Maintenant, si on considère la force gravitationnelle dans les équations du mouvement entre la Lune et la Terre, on peut démontrer que la Lune tourne autour de la Terre et même calculer quelle est la distance de cette orbite. Maintenant, on peut faire exactement la même chose pour les électrons autour du noyau. Ce n'est pas les équations du mouvement et la force gravitationnelle qu'on va considérer, mais ce sont les équations de la physique quantique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que l'on déduit de ces équations de la physique quantique, c'est que les électrons ne vont pas avoir des trajectoires aléatoires autour du noyau. Ils ne vont pouvoir utiliser que des trajectoires très spécifiques. Ces trajectoires ont été appelées des orbitales atomiques. Un peu comme la Lune a une certaine orbite autour de la Terre, les électrons vont avoir certaines orbitales autour du noyau. Mais là, il faut faire attention, ce ne sont pas des orbitales simples comme on trouve dans un astre qui tourne autour d'un autre avec des ellipses, mais ça va être des orbitales bien plus complexes. Comme vous pouvez le voir sur ces images que j'ai obtenues sur Wikipédia, où on voit les formes des premières orbitales atomiques. Et même si ces trajectoires ou ces formes d'orbitales atomiques sont extrêmement complexes par rapport à l'orbite de la Lune autour de la Terre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles correspondent à des niveaux d'énergie très précis de l'électron autour du noyau. Un peu comme la Lune est à une distance très précise de la Terre. Ici, on va parler en termes d'énergie. Et en fait, le nom de la physique quantique vient de là. C'est parce que les électrons dans la matière, par exemple autour d'un noyau, ne peuvent prendre que des niveaux d'énergie très précis. On dit qu'ils ont des niveaux d'énergie quantifiés. Donc c'est une quantité. Et c'est là d'où vient le mot physique quantique. Maintenant, pour vous faire ressentir plus précisément à quoi cela correspond
quand on dit un niveau d'énergie. Je vais vous présenter une analogie très simple d'un atome. On va imaginer que l'atome est un sapin et que nous voulons y placer des boules de Noël. Il y a aussi les boules. De Noël? C'est rigolo. Bon, ça suffit. Oui. Vu de très loin, on peut croire que les boules sont placées de façon aléatoire sur le sapin. Pourtant, rappelez-vous, en décembre dernier, quand vous faisiez les décorations de Noël, vous ne pouviez placer les boules uniquement là où il y avait une branche pour l'accrocher. Ainsi, vous ne pouvez pas placer les boules de façon aléatoire sur le sapin, mais uniquement à certaines hauteurs qui sont définies par les propriétés du sapin, c'est-à-dire ses branches. Et je vais vous montrer que, comme dans l'atome, ces branches correspondent en fait à des niveaux d'énergie. Maintenant, imaginez que votre chien passe sous le sapin, le bouge et fasse décrocher une boule de Noël. Si celle-ci tombe d'une branche très basse, elle va avoir peu de vitesse lorsqu'elle va arriver sur votre chien et lui faire peu mal. Cependant, si elle tombe d'une des branches les plus hautes du sapin, elle va acquérir beaucoup de vitesse dans sa chute et avoir le potentiel de faire bien plus mal à votre chien. Ainsi, plus la boule est accrochée sur une branche haute, plus elle aura d'énergie lors de sa chute. Et en fait, c'est ce qu'on appelle de l'énergie potentielle. C'est-à-dire que quand la boule est très basse, la potentialité qu'elle a de gagner de l'énergie lorsqu'elle va tomber va être faible. Si la boule est très haute, la potentialité qu'elle a de gagner de l'énergie lors de sa chute est très grande et plus grande. Ainsi, c'est ce qu'on appelle de l'énergie potentielle. Donc, les branches pour les boules représentent des niveaux d'énergie potentielle. Eh bien, nos électrons dans notre atome vont agir exactement pareil que quand vous décorez votre sapin de Noël en décembre. En effet, ils ne vont prendre que certains niveaux d'énergie quantifiés autour du noyau. Exactement comme vous ne pouvez accrocher vos boules de Noël qu'à certains niveaux d'énergie potentielle dans votre sapin, c'est-à-dire que là où il y a des branches. Maintenant, il y a également une autre règle que nous dit la physique quantique quand on veut décorer notre atome avec nos électrons. Elle nous dit que la nature, dans son état fondamental le plus stable, est l'état qui possède le moins d'énergie totale. Qu'est-ce que ça implique si on veut décorer notre sapin avec nos boules de Noël, avec l'état d'énergie le plus faible possible? Tout d'abord, ce que l'on a vu tout à l'heure, c'est que le noyau qui possède Z protons a besoin d'être décoré avec Z électrons. Donc on va considérer un sapin qui a besoin d'un certain nombre de boules de Noël. Donc on a notre sapin avec nos branches. Et on a toutes ces boules de Noël. Maintenant, on va vouloir remplir notre sapin en utilisant le moins d'énergie possible pour le faire. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord prendre quelques boules de Noël et les déposer sur les branches les plus basses, jusqu'à ce que celles-ci soient saturées et qu'il n'y ait plus de place. Une fois que notre première branche est saturée, on va retourner prendre des boules de Noël et les accrocher sur la deuxième branche la plus basse, jusqu'à ce que celle-ci soit également saturée. Et donc, on va remplir toutes nos branches les plus basses de notre sapin de Noël jusqu'à ce qu'il ait le bon nombre de boules de Noël. Et maintenant, ce que vous voyez du point de vue de la physique quantique, c'est l'état fondamental d'un sapin de Noël. Une petite remarque est que l'énergie globale du système, comment pourrait-on la calculer dans le cadre d'un sapin de Noël? Eh bien, on va imaginer que toutes les boules de Noël tombent en même temps. Et si on se trouve en bas, on va recevoir toutes ces boules de Noël qui vont avoir une certaine vitesse, donc une certaine énergie totale si on fait la somme. Et on voit bien que si il y avait certaines boules de Noël plus hautes dans les branches, l'énergie totale, si on somme sur toutes ces chutes de boules de Noël, serait plus grande. C'est bien le système qui a l'énergie totale la plus faible,
puisque sa branche la plus basse est saturée, donc on ne peut plus mettre de boule de Noël. Sa seconde branche la plus basse est saturée, donc on ne peut plus en mettre, et ainsi de suite. Et donc c'est là où toutes les boules sont le plus bas possible, donc avec la plus basse énergie totale. Maintenant, on va voir un dernier point important que nous dit la physique quantique. Elle nous dit que les atomes aiment croire que leur niveau d'énergie le plus haut où il y a des électrons est saturé. À quoi cela correspond par rapport à nos arbres? C'est comme si on disait que le sapin de Noël veut croire que sa branche la plus haute où il y a des boules de Noël est saturée, même si elle ne l'est pas. Or, on ne va pas pouvoir rajouter de nouvelles boules de Noël sur cette branche, puisqu'il ne nous en reste plus. On a dit qu'il y avait un certain nombre de boules de Noël nécessaires pour notre sapin. Ce qui correspond, je le rappelle, pour notre atome, à avoir autant d'électrons que de protons pour être neutre. Donc pour notre sapin de Noël, on ne peut pas rajouter des boules de Noël sur cette dernière branche. Donc que va-t-il faire? Eh bien, il va s'associer avec un autre sapin de Noël et ils vont approcher chacun leur boule de Noël afin de faire croire à leurs branches qu'elles sont saturées. Et ce que l'on voit, c'est que la totalité de nos deux sapins de Noël est neutre, puisqu'il n'y a pas de boule de Noël en plus. Par contre, le sapin de gauche croit que la boule du sapin de droite est à lui, et le sapin de droite croit que la boule de Noël qui est à gauche est à lui. Pourtant, l'ensemble reste exactement le même nombre de boules de Noël, juste il y a deux sapins. Et en fait, il va exactement se passer la même chose pour nos atomes. Les électrons des couches les plus hautes vont se rapprocher et les deux atomes vont croire que ces électrons sont à eux. Pourtant, l'ensemble des deux atomes reste neutre. Et ça, c'est ce que l'on appelle une liaison covalente qui crée une molécule. Et dans le cadre des molécules, les électrons vont prendre des trajectoires que nous n'appelons plus orbitales atomiques, mais orbitales moléculaires. Un exemple de molécule que vous connaissez tous, c'est la molécule d'eau, H2O, qui est composée de deux atomes d'hydrogène, qui ont chacun besoin d'avoir un électron en plus, et d'un atome d'oxygène qui a besoin de croire qu'il a deux électrons en plus sur son niveau d'énergie le plus haut. Ainsi, deux atomes d'hydrogène vont s'associer à un atome d'oxygène pour faire une molécule d'eau. Et si on veut le modéliser avec des sapins, ça nous fait un joli petit bosquet. Enfin, si les atomes peuvent s'associer pour créer des molécules, ils peuvent également s'associer pour créer des solides. Ici, je ne vais pas rentrer dans les détails car c'est assez complexe, mais il existe un très grand nombre de liaisons entre les atomes pour échanger des électrons. Par exemple, des liaisons ioniques ou des liaisons métalliques, puisqu'il y a différents types de solides. Et je reviendrai sur ceci dans des vidéos ultérieures. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'encore une fois, comme dans les molécules où les électrons ne prenaient plus des trajectoires orbitales atomiques, mais des orbitales moléculaires, eh bien dans les solides, les trajectoires des électrons vont pouvoir être modifiées également, mais elles restent quantifiées. Et si on revient dans le cadre de notre modèle atomique avec des sapins de Noël, un atome était un sapin de Noël, une molécule un bosquet, et un solide c'est donc logiquement une forêt de sapins de Noël. Pour finir cette vidéo, si vous ne devez en retenir qu'une seule chose, c'est que dans un atome, les électrons prennent des niveaux d'énergie très précis autour du noyau. Niveaux d'énergie quantifiés qui sont définis par les propriétés de notre atome. Eh bien, c'est exactement la même chose que quand vous décorez votre sapin de Noël avec des boules, qui ne peuvent prendre que des hauteurs très précises définies par les branches, c'est-à-dire par les propriétés de votre sapin. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette analogie et qu'elle vous permettra d'avoir une meilleure intuition sur ce que sont les niveaux d'énergie des électrons dans un atome. Et j'espère également que vous penserez à moi lorsque vous décorerez votre sapin de Noël en décembre prochain. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.